Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce panel d'Interligne. Mon nom est Judith Lucier, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis lesbienne. On est ici ce soir pour discuter d'un nouveau programme d'Interligne sur l'inclusion des personnes LGBTQ+, en milieu de travail et pour offrir un panel de discussion sur ces enjeux-là. Interligne était sollicité là, pour aider les entreprises à mieux inclure les personnes LGBTQ+. Il y a eu une réflexion qui a été faite pour créer ce programme-là. Donc, un travail important qui a été accompli. Puis pour honorer ça, bien, il n'y a pas une meilleure façon que, dans le fond, d'en discuter avec des personnes intéressées par ce sujet-là. Avant de passer au sérieux, j'invite le ministre Jean Boulet, député de Trois-Rivières et ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, à nous livrer un petit discours. Bonjour. Dans les dernières années, la sensibilisation à l'égard de la lutte contre le harcèlement psychologique ou sexuel dans les milieux de travail a permis la création de nombreux projets aux quatre coins du Québec. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je me joins à vous pour le lancement du programme Équifierté. Je tiens d'ailleurs à saluer la mobilisation de toute l'équipe du Centre Interligne. Vous faites un travail essentiel auprès des personnes LGBTQ+, une clientèle qu'on sait hautement à risque en matière de harcèlement, tout spécialement quand il est question de travail. La discrimination et la violence liées à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre n'ont pas leur place au travail comme dans les autres sphères de la vie. Il est essentiel que les personnes LGBTQ+, qui font face à de telles situations, d'une part, en prennent conscience et d'autre part, se sentent à l'aise de les dénoncer via les bonnes ressources. Il est aussi essentiel que les employeurs soient mieux outillés pour favoriser l'inclusion de ces personnes en milieu de travail. Et c'est exactement ce que propose Équifierté. Grâce à une subvention de 88 000 $, Interligne a pu développer des formations et différentes approches sur différents sujets qui touchent la communauté LGBTQ+, pour notamment évaluer le climat de travail. Tous ces outils permettront de rejoindre et d'aider autant les gens de la communauté que les employeurs. Car une part de responsabilité revient aux employeurs qui doivent offrir à leur personnel des milieux de travail sains et sécuritaires, exempts de harcèlement. Je tiens d'ailleurs à préciser que la santé psychologique a été au cœur des travaux de modernisation du régime de santé et de sécurité du travail dont la loi a été sanctionnée il y a quelques semaines. La notion de protection de l'intégrité psychique des travailleuses et des travailleurs fait notamment partie de ces changements législatifs. Un changement qui reflète toute l'importance que nous devons consacrer à la santé psychologique au travail. En terminant, félicitations au Centre Interligne pour ce beau projet qui va définitivement contribuer à l'inclusion des personnes LGBTQ+ au travail. Merci. J'invite maintenant le directeur général d'Interligne, Pascal Vaillancourt, à vous adresser quelques mots. Bonsoir tout le monde, mon nom est Pascal Vaillancourt, directeur général d'Interligne. Tout d'abord, je tiens à remercier le ministre Boulet pour son discours d'ouverture. Merci également à vous, cher public, d'être ici ce soir et de porter un intérêt à l'inclusion des personnes LGBTQ+, en milieu de travail. En 2017, l'organisme Gay Écoute devenait Interligne après avoir amorcé une transformation organisationnelle. L'objectif était simple, devenir plus inclusif pour répondre à une plus grande diversité de besoins. D'abord, Interligne a amorcé une transformation de son identité et de son image de marque. De façon parallèle, nous avons révisé plusieurs de nos pratiques. Cela inclut une réforme de nos règlements généraux pour assurer une meilleure représentation des femmes, des réalités trans, des personnes racisées. La révision de la constitution de notre conseil d'administration. Le recrutement et l'embauche de personnes ayant des réalités diversifiées. La formation continue de notre équipe, la révision de nos politiques de communication et le développement de programmes complémentaires répondant à une diversité de besoins. Il y a une grande valeur à amorcer des changements dans nos organisations. Pour Interligne, ces changements ont été plus que bénéfiques. Et ça s'est représenté par une hausse des recours à nos services, par une diversification du portrait des gens qui nous joignaient, l'attraction de nouvelles personnes bénévoles ou employés issus de différentes diversités. Également, plus de partenariats, que ce soit avec d'autres organismes ou carrément avec des bailleurs de fonds.
L'inclusion, c'est un travail continu qui n'est jamais atteint à 100% puisque la société est en constante évolution. Pour pouvoir amorcer ce travail, c'est essentiel de se remettre en question de façon constante, d'ébranler le statu quo, de s'éduquer soi-même, de partager le pouvoir et de faire de la place à de la diversité. Fort de cette expérience, Interling a souhaité partager ses acquis en créant le nouveau programme qui sera lancé ce soir. Dans les prochaines minutes, nous vous présenterons le fruit du travail accompli au cours de la dernière année, et ce, grâce au soutien financier de la CNESST dans le cadre de son programme pour lutter contre le harcèlement psychologique et le harcèlement sexuel au travail. Pour développer ce projet, nous avons pu bénéficier de l'engagement de plusieurs personnes ayant une expertise dans les domaines de la gestion, de l'inclusion, de la sexologie et du travail social. Un énorme merci aux comités experts qui ont donné généreusement de leur temps et de leur expertise. Merci beaucoup pour cette contribution. Enfin, je tiens à souligner le travail exceptionnel de toute l'équipe d'Interling qui a travaillé non seulement à la recherche, au développement des contenus et au déploiement du programme, mais également pour lui donner une image et le faire rayonner. Merci beaucoup, la gang. Maintenant est venu le temps que je vous présente notre animatrice de la soirée. Vous l'avez déjà vu un petit peu au début, mais je vais vous en parler un petit peu plus. Judith Lucier est autrice, journaliste, chroniqueuse et animatrice. On lui doit plusieurs essais, dont « On ne peut plus rien dire », le militantisme à l'ère des réseaux sociaux. Elle a collaboré aux émissions Halt et On se fera pas d'amis à Télé-Québec, en plus de co-animer la série de capsules Les Brutes à Télé-Québec. Elle anime actuellement Les Sorcières, un balado de discussion féministe. Je vous souhaite une belle soirée tout le monde. Merci beaucoup, Pascal. Bien, je pense que le meilleur moyen, en fait, de découvrir le nouveau programme concocté par Interling, c'est de voir une vidéo explicative qui a été faite dans les règles de l'art et qui va bien vous montrer de quoi il est question. Interling est un organisme de première ligne qui œuvre depuis 1980 au mieux-être des personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Interling offre d'abord un service d'aide et de renseignement disponible 24 heures sur 24, ainsi que des programmes complémentaires qui ciblent des communautés et des enjeux spécifiques. Le milieu du travail est un milieu de vie important où on devrait prioriser des relations sociales positives ainsi que la création d'espaces sécuritaires. C'est dans cette optique que nous vous présentons aujourd'hui Équifierté, notre tout nouveau programme de formation et d'accompagnement pour l'inclusion des personnes LGBTQ+ en milieu de travail. Équifierté est un programme qui s'adresse à l'ensemble des milieux professionnels à travers le Québec. Depuis plus d'1 an, l'équipe d'Interling a développé un parcours de 5 formations sur les connaissances nécessaires à l'adoption de pratiques inclusives pour les personnes LGBTQ+. Par la formation, mais aussi par une évaluation de climat et des recommandations adaptées et personnalisées, le programme agit sur l'ensemble des niveaux d'une organisation. Depuis plusieurs années, Interling répond aux demandes de formation provenant des milieux de travail. Grâce au soutien financier de la CNESST, par son programme visant la lutte contre le harcèlement psychologique ou sexuel dans les milieux de travail, nous avons pu consolider et développer une offre de services adaptée aux besoins actuels. En plus de notre équipe spécialisée en intervention auprès des personnes LGBTQ+, Interling a eu la chance de développer ce programme avec un comité d'experts dans des milieux variés. Le programme a aussi été rodé afin de s'assurer que les thématiques abordées résonnent avec les équipes de travail. Ces groupes ont permis d'ajuster certains éléments du programme, tels que les activités pédagogiques et les ressources complémentaires du guide d'accompagnement. Il nous fait plaisir de vous présenter le témoignage de Diana, une employée chez Rome RH, qui a suivi le parcours de formation. Salut à tous, donc moi c'est Diana Mtonji. Je travaille comme recruteuse chez Rome, qui est une compagnie spécialisée dans le recrutement dans les industries créatives. Cette formation-là, ça a été vraiment un réel apprentissage pour moi et aussi pour les membres de mon équipe. Les vrais points forts de ce parcours, c'est que c'était très diversifié. Il y avait aussi bien du vocabulaire, donc c'est-à-dire commencer déjà par OK, c'est quoi les termes qui sont appropriés, les choses que peut-être qu'on disait depuis des années et qui ne sont plus du tout, qui en 2021 ne sont plus du tout acceptables. Donc c'est à la fois du vocabulaire, c'était à la fois des témoignages, c'était à la fois des mises en situation, et puis c'était aussi nous rappeler aussi des textes de loi qui nous rappellent aussi à quel point
y a un gros retard sur ces questions-là, ou peut-être des lois qui viennent d'être mises en place ou qui étaient encore en place et qui font absolument pas de sens à l'époque dans laquelle on vit. Donc, vraiment, les points forts de ce programme, c'était la diversité des sujets et puis des points qui ont été abordés, la façon dont les points ont été abordés. Les entreprises gagneraient vraiment à intégrer dans leur parcours d'intégration ces formations-là pour vraiment sensibiliser les employés sur ces questions-là, parce que en milieu de travail, je pense que c'est des milieux de travail, des milieux dans lesquels il peut y avoir énormément d'agressions, micro-agressions, harcèlement, et peut-être que les employés gagneraient à être éduqués sur ces thématiques-là, sur le lieu de travail même, parce qu'on ne sait pas avec qui forcément on travaille. Donc, c'est ça, si les entreprises intégraient cette formation-là dans leur parcours d'intégration, ça ferait vraiment du bien aux entreprises et ça serait déjà un premier pas vers, OK, on veut de la diversité dans l'entreprise, mais au-delà d'avoir de la diversité, on sait déjà comment s'occuper des employés qu'on a et qui font peut-être partie justement de cette diversité. Donc voilà, je dirais que c'est mon petit mot de la fin. En effet, environ 40% des personnes LGBTQ+, rapportent avoir été victimes de discrimination, dont 40% en situation de travail. Le harcèlement verbal, les questions déplacées, les rumeurs mettant en doute leurs compétences et leur réputation, les incitations à faire preuve de discrétion et le harcèlement sexuel sont des exemples de confrontations auxquelles les personnes LGBTQ+, peuvent faire face en contexte professionnel. Le programme est basé sur l'ouverture, le respect et la bienveillance. Il est primordial d'assurer un environnement de travail respectueux où chaque personne sente qu'elle peut s'épanouir pleinement et ce, sans jugement. Il n'y a que des avantages à débuter ces réflexions. Alors, il n'y a plus de prétexte. À partir de maintenant, l'inclusion se met au travail. L'inclusion des minorités sexuelles et de genre au travail, c'est important, c'est fondamental, c'est primordial. Et pour en discuter avec nous ce soir, on a des experts et des expertes extraordinaires. On a d'abord Ben Jersey, qui est spécialiste en loisirs thérapeutiques et professionnels du bien-être au YMCA du Québec. Tu as un passé dans les Forces armées canadiennes qui a peut-être teinté ton expérience et ta façon de travailler. J'ai hâte d'en discuter avec toi. On a Meriem Ben-Slimane, qui est gestionnaire en diversité, inclusion et impact communautaire chez Randstad Canada. Elle s'implique depuis 2016 au sein d'Agir, une organisation à but non lucratif qui vient en aide aux personnes migrantes et réfugiées LGBTQIA+. Nous avons à côté Chris Bergeron, qui est vice-présidente créativité inclusive chez Cossette, une ancienne collègue journaliste qui a été rédac-chef au Voir pendant 5 ans, les belles années du Voir, comme j'aime le rappeler. Et bien sûr, autrice du roman Valide. Et nous avons, pour terminer, Pierre-Luc Labbé, qui est président stratège de talent créatif chez ROM, une entreprise qu'il a lui-même fondée et qui se spécialise en acquisition et développement de talents créatifs avec des bureaux à Montréal, Toronto, Vancouver, rien de moins. Bienvenue, Pierre-Luc. Merci. Alors, pour commencer, j'aurais envie de rentrer dans le vif du sujet et de parler avec vous de vos expériences d'intégration en milieu de travail, si vous êtes à l'aise de le faire. Et j'aimerais savoir comment ça s'est passé pour vous. Et puis j'aimerais commencer avec Chris, parce que tu es la personne dont je connais le mieux le parcours professionnel, donc je me sens terrain familier. Oui, parce que tu m'as posé cette question-là plein de fois. Dans plusieurs autres podcasts et panels. Absolument. Moi, mon intégration dans le monde du travail, dans cette configuration-ci, vraiment a dépendu des personnes que j'ai rencontrées, en fait. C'est-à-dire que sur ma route, à un moment, j'ai rencontré des leaders, notamment la présidente de Cossette, qui un jour m'a dit « Je sais ce que tu es, à peu de choses près, et c'est formidable, et on va t'accompagner là-dedans. » Mais toute ma vie avant ça, je me suis caché. Quand j'étais au Voir, quand on se connaissait à l'époque où j'étais journaliste, je me cachais. Et d'ailleurs, je vis une sorte de whiplash en quelque sorte. C'est-à-dire, pour avancer dans ma carrière, je dirais de 1997 à 2010, il a fallu que je me cache complètement,
afin d'avoir un poste, afin d'avoir des opportunités. Et puis aujourd'hui, on vit dans je trouve, un nouvel ère de l'inclusion. Il y a encore énormément de travail. Et c'est vrai que le réflexe, je pense, pour certaines personnes, les anciennes comme moi, est de ne pas garder le bagage d'avant, en fait. Et de voir tout ce qui se passe de positif avec sans cynisme, avec espoir, et dire non, les choses changent vraiment. Et moi, je pense que les choses changent vraiment. Oui, vraiment. Oui. Ben, donc, t'en tires du positif Oui. de tout ton parcours. Mais dis-moi, quand tu es arrivé chez Cossette et que cette patronne-là t'a ouvert la voie, comment ça t'a aidé, dans le fond, à t'émanciper dans ton milieu de travail? Ben, tellement, déjà dans ma vie personnelle. Oui. Parce qu'un jour, elle m'a dit, je lui ai demandé comment elle allait me présenter à certains clients. Elle m'a dit, tu es une femme, c'est ça que je vois, c'est ça que tu es. Et ça m'a donné le courage après de commencer les hormones, carrément. Ah oui. De dire, je peux commencer ma transition sans risquer mon poste. Et ça a ouvert la voie à d'abord des prises de parole. Elle m'a demandé, et puis d'autres personnes dans l'entreprise, de partager mon histoire et puis de commencer à raconter ça sur nos tribunes à l'interne. Et puis éventuellement, c'est devenu une habitude, puisque j'ai commencé à le faire dans des contextes de conférences, et puis le livre, etc. Ce qui fait que finalement, à cause de la parole de cette femme-là, donc c'est très important d'avoir des leaders qui sont bien formés, à cause de la personne de cette femme-là, ben, finalement, il y a une sorte d'autoroute qui s'est dessinée devant moi. Donc, les employeurs, bon, c'est pas ça qu'on attend d'eux nécessairement, mais peuvent être des vecteurs carrément d'émancipation. Avec quelques petits mots. Ah, c'est incroyable. Je vais me tourner vers ma droite. Ben, j'ai envie de découvrir ton parcours. Comment ça s'est passé pour toi, l'inclusion en milieu de travail? En milieu de travail, ça dépendait où, en effet. J'ai fait mon coming out en tant que personne trans, ça fait juste peut-être 2-3 ans, mais avant ça, en fait, les expériences les plus difficiles que j'ai vécues, c'était surtout en tant que, dans le temps, qui présentait comme femme lesbienne. Mais on s'attend dans l'armée, au niveau de l'uniforme, qui est très genré. C'était une uniforme auquel je n'étais pas à l'aise. D'abord, même juste le changement du jupe au pantalon, c'était un gros discours, des gros débats avec des superviseurs. D'abord, ça, c'en est juste une simple. Par contre, pour un peu rebondir sur le même thème que Chris, quand j'ai commencé, surtout au YMCA, qui est un organisme communautaire, ça a créé un environnement où, en fait, l'inclusion, c'était valorisé, la diversité, c'était valorisé, puis c'était de l'énergie très différente de ce que j'avais vécu dans le passé. Puis je suis quelqu'un de la campagne en plus. D'avoir la représentation, j'en ai jamais vu avant de venir à Montréal. Alors justement, quand j'ai commencé au YMCA, ça m'a donné la permission d'être fier d'être LGBTQ+. C'était la première fois dans ma vie que j'ai vu ça. Et les gens au travail qui étaient fiers d'être eux-mêmes. Alors ça, en fait, a amené à un parcours où j'ai pu faire mon coming out au travail avant de le faire auprès de ma famille. Ça, c'était très powerful. Powerful, il manque mais ça m'échappe en français. Puissant. Oui, voilà. En tant qu'expérience, parce que je me suis dit, il y a tous les autres parcours que j'ai vécus, j'ai jamais senti ça. Puis d'être vraiment à l'aise dans l'environnement du travail à cause de mon équipe, pour pouvoir faire cette grosse étape-là, j'étais très privilégiée parce que ça se fait pas vraiment dans tous les lieux de travail. Myriam, toi, est-ce que tu as eu des expériences positives? Est-ce que ça a été plus difficile? Moi, je m'estime vraiment chanceuse en fait dans mon parcours professionnel pour ce qui concerne le coming out et l'inclusion LGBTQ+. C'était peut-être dû au rôle que j'ai eu, qui était toujours dans la diversité et l'inclusion. Donc, j'étais toujours dans des environnements assez bienveillants. J'ai travaillé aussi dans le milieu LGBTQ+, donc c'était pas un problème. Mais même après, quand j'ai travaillé à l'université McGill ou à Randstad Canada, j'avais justement ce rôle de conseillère ou de gestionnaire en diversité et inclusion. Et donc, je gérais des initiatives LGBTQ+. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai fait mon coming out, mais ça passait très bien de par le milieu dans lequel j'étais. Oui, puis c'est sûr qu'en occupant une position de leadership dans ces enjeux-là, dirais-tu qu'on se présente avec déjà une fierté d'emblée?
en étant dans cette situation-là? Oui, parce que justement, on peut, en tout cas dans mon expérience à moi, c'était l'occasion de parler de mon parcours aussi, de mon militantisme LGBTQ+, de pouvoir le mettre de l'avant, de pouvoir parler des organisations aussi qui comptent pour moi dans le milieu communautaire. Et c'est vraiment important. Et je trouve qu'on voit de plus en plus ce genre de position en diversité, inclusion au sein des compagnies. Mais peut-être un des points, et on va pouvoir en parler après, c'est que, à mon avis, les organisations ne le communiquent peut-être pas assez bien. Ou comment leurs programmes sont structurés à l'interne, ça c'est autre chose. Mais oui, dans mon cas, ça a été quand même une expérience assez positive. Je me suis chanceuse. Ben, tant mieux. Et Pierre-Luc, si tu veux bien nous partager ton expérience? Oui, en fait, puis moi, je vais backtracker un petit peu. En fait, moi, je viens du nord du Québec. J'ai grandi dans un tout petit village très blanc hétéro, ça parle français. Oh, pardon. Et ma relation avec Interling date de loin. J'ai été utilisateur. C'est un des rares numéros de téléphone que je me rappelle encore. Puis là, j'ai été parachuté à Montréal. J'ai commencé en ressources humaines, ça fait à peu près 15 ans. Un peu sur l'autre bout du spectre, où est-ce qu'on est dans un milieu extrêmement inclusif, où la diversité est célébrée. Mais par contre, je pense que dans mon milieu de travail, puisque je suis en recrutement, ressources humaines, je baigne dans tout ça et je me dois de prendre la posture d'ambassadeur. Puis je pense qu'au fil des années, je prends cette posture-là avec beaucoup d'aise, mais dans le début de ma carrière, en tant que junior, je pense qu'au niveau des comités de gestion, des gestionnaires embaucheurs, des expériences d'entrevue, par exemple, des comités de sélection, j'ai souvent été témoin de propos qui étaient quand même assez discriminatoires, où je ne me trouvais pas outillé non plus pour pouvoir répondre à ça. Déconstruire ça au sein de l'entreprise, oui. Oui, puis je pense que mon expérience, c'est sûr, en tant qu'homme gay, a toujours été super positive et acceptée, célébrée en milieu de travail. Mais je pense qu'en tant que professionnel en ressources humaines, on a un petit peu un devoir d'éduquer. Puis en même temps, c'est sûr que quand on entend ce genre de propos-là, on pourra en parler tantôt pour équiper les gestionnaires, mais on tombe souvent dans l'émotivité, on veut souvent contre-attaquer, ça vient nous chercher au cœur de nous, puis de prendre la posture, je pense, d'éducateur, de porte-parole un petit peu. C'est quelque chose que j'ai beaucoup appris dans mon milieu de travail à faire, qui était quand même assez difficile à ce niveau-là. Puis je pense qu'aujourd'hui, en tant que professionnel, en 2021, on se doit aussi de prendre cette posture-là et le silence non plus ne doit pas être toléré face à ces comportements-là. Fait que c'est un petit peu mon expérience par rapport à ça. Mais comme junior, c'est intéressant. Est-ce que tu sentais... Est-ce que ta difficulté, c'était lié à la perte de te mettre à dos des patrons, la peur d'être le rabat-joie qui trouve pas ça drôle, les jokes homophobes? Ou c'est quoi, en fait, les défis que tu avais comme junior? Oui, c'est sûr qu'en n'ayant pas beaucoup d'autorité? D'autorité, absolument. Oui, mon travail était en jeu, selon moi. Oui. C'est sûr que quand on fait partie d'un comité de sélection qui est, par exemple, tous d'accord sur le même point, puis que je suis le seul à avoir noté un biais cognitif ou peut-être une erreur de jugement, en tant que junior, je n'étais pas du tout outillé. Il n'y avait pas non plus de... justement, comme les programmes dont on parle ce soir, ça n'existait pas tant que ça. Il n'y avait pas de langage commun. Il n'y avait pas d'outils, il n'y avait pas de façon d'intervenir ou juste de processus d'intervention quand on est témoin de ces choses-là, pour un employé, mais aussi pour un recruteur. Puis je trouve qu'aujourd'hui, on fait du beau chemin. Le lancement de ce programme comme ce soir est un bon outil, mais non, absolument pas. En tant que junior, je me sentais pas du tout outillé. Ben non, c'est sûr. Moi, vous ne l'avez pas demandé, mon anecdote personnelle d'intégration en milieu de travail, mais je veux juste vous raconter quelque chose, parce que moi, quand je suis arrivée au magazine En route, que tu connais probablement, Chris, c'est un milieu qui m'apparaissait conservateur, peut-être parce que c'était plus anglophone. Je me souviens d'être rentrée après ma première journée, puis d'avoir dit à ma blonde, « Ah, c'est le fun, mais je suis pas sûre que je vais faire mon coming out. Ça m'apparaît un peu straight comme milieu. » Puis le lendemain, j'apprenais que 2 de mes patronnes étaient lesbiennes. Elles étaient un couple, elles étaient mariées et elles allaient avoir bientôt un enfant. Donc, vraiment, moi, j'avais des préjugés, finalement. Puis ça a été déconstruit au fil de mon expérience. Vous avez réfléchi à la question de l'intégration en milieu de travail, ne serait-ce que vous avez travaillé, vous avez aidé à réfléchir au programme Équifierté. Et Myriam, je sais que tu n'as pas participé à la réflexion, mais c'est des sujets vraiment qui sont importants dans ton travail et pour toi. C'est quoi vos constats, en fait, sur l'intégration des minorités sexuelles et de genre en milieu de travail? C'est quoi le terrain qui est à défricher? Qu'est-ce qui reste à accomplir? J'aimerais commencer avec toi, Myriam. Oui, je pense que
qu'il y a encore beaucoup de travail, même s'il y a beaucoup d'évolution au sein des entreprises. Comme je l'ai mentionné, il y a de plus en plus de postes en diversité inclusion. Il y a des groupes d'affinité, les Employee Resource Groups, comme on dit en anglais, des groupes LGBTQ+. Donc il y a une évolution, mais il y a quand même encore beaucoup de préjugés, de biais inconscients, de microagressions à déconstruire en milieu de travail, qui fait que, d'ailleurs, il y a des études récentes de fierté au travail qui montrent que beaucoup de personnes LGBTQ+, sont encore réticentes à faire leur coming out en milieu de travail, et encore plus pour les personnes trans et non-binaires. Donc le constat, on le voit avec l'utilisation rien que du langage. La première chose qu'on voit, la communication orale et écrite, un langage qui n'est pas forcément inclusif de toutes les personnes et donc des réalités des personnes LGBTQ+. La sensibilisation, la prise de conscience qui n'est pas forcément là. Il peut y avoir de l'homophobie et de la transphobie, mais je pense que c'est plus souvent dû en fait à un manque de connaissances et de sensibilisation. Il va y avoir, je vais utiliser des gros mots, mais peut-être c'est familier pour les personnes, mais de l'hétéronormativité et de la cisnormativité, donc juste la présomption que tout le monde autour de soi est hétérosexuel ou est cisgenre, donc pas une personne transgenre. Donc ça donne lieu à quoi? Si tu pouvais nous donner un exemple là, en milieu de travail d'hétéronormativité? Bien sûr, c'est présumé, par exemple, quand on parle juste avec les collègues des conjoints-conjointes, oui. Présumer qu'automatiquement, par exemple, dans mon cas, que je vais avoir un conjoint. Mm-hmm. Et donc, ça force les personnes LGBTQ+, à se dire, est-ce que c'est un environnement assez sécuritaire pour moi ou pas? Donc, beaucoup de stress que ça peut occasionner. Et donc tout ça joue, et encore plus quand il s'agit de managers, de personnes en position d'autorité, où l'employé, la personne justement LGBTQ+, va pas forcément oser parler et dire des choses. Donc ça, malheureusement, c'est encore un constat qui est encore là. C'est pour ça que des programmes aussi importants comme celui qu'a lancé Interligne, est essentiel, et je dirais encore plus en français. J'ai l'impression peut-être dans les milieux anglophones, cette conversation a lieu depuis un petit peu plus longtemps, mais en français, c'est vraiment important, pour dire un peu ce que disait Pierre-Luc, de se sentir outillé en français, justement, pour agir en tant que personne alliée, si on ne fait pas partie des communautés LGBTQ+, et comment, justement, créer des milieux plus inclusifs. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres constats que tu fais par rapport à le chemin qui reste à parcourir? Parce que je sais que tu as plusieurs notes. Oui, j'avais pris des notes pour essayer de ne pas oublier. Je ne voudrais surtout pas qu'on oublie tu as bien raison. Certains points que tu voulais apporter. Il y a toute la question des formulaires et du respect des pronoms, surtout pour les personnes trans et non-binaires. Mais je pense que Ben va pouvoir parler un peu plus de ça. Mais dans le fond, tous les outils qu'on utilise à toutes les étapes en entreprise, que ce soit au niveau du recrutement, que ce soit au niveau de l'insertion ou de l'inclusion. Donc il peut y avoir justement des barrages, même dès l'entrevue, des préjugés qui existent, les formulaires même pour postuler, l'offre d'emploi aussi, comment c'est codé le langage qui peut être très genré ou même codé très masculin. Donc il y a toutes ces barrières qui existent et qui ont un impact réel sur les employés, comme j'ai mentionné, qui hésitent à faire leur coming out, alors même que pour justement les candidates en général, la question de la diversité et de l'inclusion, c'est un facteur primordial pour postuler, pour choisir un emploi. Donc c'est d'autant plus essentiel pour les compagnies, les organisations, de s'assurer qu'il y ait justement des politiques claires et que ça soit bien communiqué également aux employés. Merci Myriam. Ben, toi, c'est quoi, quels sont tes constats? Je pense que j'en ai deux vraiment principales, là. Je pense que le premier, c'est que on a des bonnes intentions d'être inclusive. Les organismes, les entreprises ont l'intention d'être inclusives. Souvent, on dit « oui, vous êtes le bienvenu ». Mais je crois qu'il faut avoir une meilleure analyse au niveau des actions concrètes qui démontrent
qu'on est le bienvenu. Je pense que vous venez d'en nommer quelques-unes, mais je pense qu'une phrase que j'ai entendue il y a quelques années, c'est « il faut être inclusive avant qu'on puisse être diverse ». Dans le sens que tant qu'il n'y a pas des actions concrètes qui démontrent justement qu'on est inclusive, qu'on fait un effort, qu'on est accessible pour les gens, ça va être difficile d'amener une diversité chez nous parce que les gens qui vont venir qui sont diverses ne vont pas se sentir bienvenus. Puis je pense que quand on dit « oui, vous êtes le bienvenu », selon le standard de qui? Puis je pense que ça, c'est la bonne question à se poser. Est-ce que c'était une réflexion faite avec des gens dans la communauté LGBTQ+, ou est-ce que c'était l'équipe de gestion qui sont hétéros, ces gens qui ont déterminé qu'est-ce que ça veut correct, dire? Tout est beau. C'est ça. On dit qu'on est correct, on dit bienvenue. J'ai mis mon pronom dans mon courriel. Tout est beau, right? Bon, ça c'est un aspect. Je pense que le deuxième, c'est qu'il y a beaucoup d'employés d'ES LGBTQ+, et les alliés, en fait, qui... le niveau de frustration augmente au niveau de l'inclusion. Parce qu'il y a une pression maintenant. La société, on s'en va, justement, comme Chris a mentionné tantôt, on s'en va dans une direction différente. On s'en va où il y a du changement. Puis si les organismes, les compagnies ne suivent pas, je pense que ça va être un enjeu pour eux. Est-ce que tu dis, quand tu dis une certaine amertume, je ne sais pas quel mot tu as employé, mais est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose de un peu passif-agressif, de genre, c'est une tâche à cocher, là, l'inclusion, puis dans le fond, c'est un peu un problème? Je dirais pas nécessairement un problème, mais je pense que pour certains, c'est une affaire de plus à faire. Puis je pense surtout lors de la pandémie, on s'attend, puis certaines compagnies et organismes, ils ont plusieurs enjeux en ce moment lors de la pandémie, surtout financiers, pas toutes, mais certains. Puis je pense que les gens, ils voient pas, ça va être, si j'investisse dans l'inclusion, qu'est-ce que ça va m'amener? Puis je pense que parce qu'ils ne vivent pas eux-mêmes, la plupart des gens, ils ne comprennent pas l'impact réel que ça peut avoir sur la bien-être des gens, leur performance, tous les aspects que je crois qu'un employeur devrait s'investir dedans. Absolument. Merci, Ben. Chris, tes constats? Mais c'est là où des outils comme celui qui va être déployé ce soir est important parce que moi aussi, je travaille dans ce monde-là de l'inclusion au jour le jour, et puis je parle à des clients, et je parle à des clients qui sont des grosses corporations, des sociétés d'État. Et généralement, ces boîtes-là, elles sont organisées. Elles ont la volonté de changer, mais en plus, elles mettent les moyens derrière, elles prennent le temps, elles ont des objectifs chiffrés et tout ça. Et ça ne représente malheureusement qu'une petite partie de l'économie. Le reste, ce sont les PME, le reste, ce sont les petites entreprises. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant d'avoir des outils comme celui-ci, parce que ça permet à des petites structures qui n'ont pas nécessairement le besoin ou les moyens, je dirais, de s'équiper avec un gros département ressources humaines, de mettre en place des comités, de faire un certain nombre de choses, ils peuvent déjà commencer à s'éduquer. Et ça, c'est bien, parce que même dans les grosses entreprises, de toute manière, il y a cette question, par où je commence? Et la posture de base, ça doit être une posture de curiosité. C'est-à-dire, d'un côté, aller chercher des outils de formation. Heureusement, il y en a de plus en plus et c'est formidable. Et puis, il y a de plus en plus d'experts. Et puis, ne pas avoir peur de poser des questions aussi aux gens. Est-ce que tu sens, puis tu sais, je sais que tu t'intéresses beaucoup aux enjeux sociaux, notamment dans ton travail, les marques qui sont en train de dealer avec des enjeux sociaux. Est-ce que tu sens que cette curiosité-là est un peu brimée par la peur de mal agir, de faire des erreurs, de mal s'y prendre, puis d'avoir un scandale à gérer? Est-ce qu'on ne s'y prend pas un peu à l'envers des fois? Alors, il y a deux scénarios qui font que certaines compagnies ont du mal à faire le pas publiquement et de parler publiquement de la diversité. Il y en a, mais elles sont quand même maintenant rares, qui ont peur d'une sorte des critiques sur Internet, que leur clientèle ne soit pas encore rendue là. Mais ça, je dirais que c'est plutôt rare. Généralement, les gens se rendent compte que la société a évolué, et voilà. Là où les gens ont peur, bizarrement, c'est presque par, je dirais, humilité, on dirait. Okay. C'est-à-dire qu'ils se disent, est-ce que j'ai le droit de parler là-dessus? Est-ce que j'ai fait assez pour pouvoir me dire,
pouvoir dire publiquement la diversité, c'est important. D'autant plus que les gens ont peur des accusations de queerwashing, de greenwashing, en fait, toutes On est les rendu à causes. une autre étape, le tokenisme Le aussi, tokenisme. d'utiliser des figures Voilà. emblématiques de la communauté, mais dans le fond, sans leur donner de véritables pouvoirs ou de véritables rôles. Oui. Alors moi, ce que j'entends souvent auprès de mes clients, c'est « Ah oui, bien, si on va communiquer ça, il faut vraiment que je fasse attention à l'interne et que je révise mes processus à l'interne. » Ah oui, parce que je peux Ouais. pas communiquer à l'externe que je suis une compagnie super cool envers les Voilà. minorités, mais qu'à l'interne, j'ai des employés qui ont des frustrations, Et qui vont puis, ressortir. dans ces cas-là, en plus, les employés lèvent la main en disant « OK, tu dis ça dans les médias, mais dans la vérité, il y a... » Voilà. Oui. C'est intéressant d'avoir l'avis d'une experte en communication marketing parce que nous, après ça, on voit ces messages-là, puis des fois, c'est nous qui sommes fâchés contre ces messages qui nous apparaissent pas toujours authentiques. Il y a généralement beaucoup de travail derrière. Oui, on en doute. Pierre-Luc, tu nous as parlé de ton expérience junior, là. J'imagine que ça, c'est il y a 4-5 ans. Là. C'est ça, exact. Mais maintenant que tu es gestionnaire, que tu es dans ce domaine-là des ressources humaines, c'est quoi les constats que tu fais sur le chemin qui reste à parcourir? Oui, bien en fait, le chemin qui reste à parcourir, puis je trouve ça intéressant parce que, bon, dans mon milieu, là, on s'entend qu'on parle de milieu montréalais ou très urbain, très créatif, très ouvert. Les cas où on parle de discrimination pure ou de harcèlement ou d'attaque, il y en a encore, mais beaucoup moins. Et ce qu'on amène beaucoup dans les discussions aujourd'hui, puis ce que je trouve très intéressant, c'est la notion d'inconfort. Parce que je pense que les gestionnaires sont bien intentionnés. Il y a des gens qui veulent bien faire, ne se sentent pas outillés. Ils vont juste rien faire par peur, justement, de piler sur quelque chose qu'ils ne veulent pas, ne savent pas comment utiliser les bons mots. Puis je pense que l'être humain, à la base, cherche le confort. Donc, on va rester, par exemple, avec des gens qui sont comme nous, avec des gens qui parlent comme nous, qui parlent la même langue que nous. Puis quand vient le temps, justement, d'utiliser d'autres pronoms, d'autres mots, d'autres significations, mais c'est là où on est dans l'inconfort. Puis en fait, moi, je l'aime un peu, cet inconfort-là, puis j'invite les gens à entrer dans leur inconfort, justement, pour avancer. Puis ça, c'est un constat que je fais aujourd'hui, en ce moment, puis que je trouve très intéressant, parce que je trouve que le dialogue est beaucoup plus ouvert en emmenant quelqu'un dans l'inconfort que dans, par exemple, l'attaque ou l'agressivité. Fait que ça, je trouve que c'est quand même un constat positif qu'on a aujourd'hui, puis justement, des programmes comme aujourd'hui va faire en sorte d'emmener les gens vers ça. Il y a encore beaucoup de chemin à faire aussi, puis les agressions existent encore, puis je ne vais pas les minimiser, mais je trouve que l'inconfort est un super beau thème. Puis par rapport à un autre constat que j'ai fait par rapport à la diversité et inclusion, c'est quand même assez délicat justement pour ne pas tomber dans l'opportunisme. Puis ça, malheureusement, des entrepreneurs qui, par leur discours, vont y aller vers l'opportuniste, où est-ce que, justement, la diversité, c'est le poster, on voit la belle arc-en-ciel qui est devant nous de gens, puis c'est une volonté des gens, mais quand on vient qu'à parler d'inclusion puis de challenger les systèmes en place, dans le fond, la diversité, c'est un gros party, puis l'inclusion, c'est vraiment être invité à danser. Tu sais, puis ça, c'est deux choses. Puis je trouve que de parler d'inclusion aujourd'hui, c'est super intéressant, puis comme mes collègues disaient tantôt, je pense que c'est temps d'outiller les entreprises à créer ce changement-là puis à être vraiment inclusif versus juste le faire par marketing, communication ou opportunisme même. Sans vouloir renforcer des préjugés sur certaines professions, est-ce que vous sentez qu'il y a des milieux en particulier qui sont encore plus frileux ou dans lesquels c'est plus difficile de parler d'inclusion? Surtout en matière de diversité sexuelle et de genre? Non, OK, vous ne voulez pas aller là? Non, mais c'est... En tout cas, c'est sûr qu'il y a des milieux où ça va plus vite que d'autres. Déjà, on va commencer par le positif. Par la positive, oui. Mais je remarque, par exemple, que dans les secteurs financiers, je ne sais pas pourquoi, mais ça a été parmi les premiers à offrir des services. Oui, c'est vrai. Les banques, déjà, moi, c'est les premières annonces. Les premières annonces qu'on s'adressaient à moi, c'était des banques. À la fierté. La fierté, tout ça. Puis pas juste ça, à lancer des produits. Parce que c'est ça aussi le truc, c'est pas juste être inclusif, c'est venir changer aussi des fois son produit. Donc ça, c'est l'aspect positif. Oui. Du capitalisme. Du capitalisme, oui, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des secteurs qui sont à l'avant-garde. C'est certain. Les banques, peut-être aussi le monde de la mode et tout ça a toujours été très, très proche bon, avec des écueils, mais je pense que c'est eux qui ont ouvert la voie, en fait. Ouais. Le milieu communautaire aussi, peut-être? Le milieu peut-être universitaire dans lequel j'ai œuvré,
où des fois c'était difficile à naviguer et contrairement justement à ce qu'on pourrait penser, on peut se dire le milieu universitaire, académique, ça va être des gens avec beaucoup de savoir, de connaissances et qui vont être plus ouverts, mais ça n'a pas forcément été le cas de l'expérience que j'ai eue en travaillant à l'université McGill pour justement mettre de l'avant et pousser pour des programmes spécifiquement LGBTQ+. Il peut y avoir justement beaucoup de résistance, surtout pour les droits des personnes trans et non-binaires. C'était vraiment le sujet où j'ai remarqué le plus de résistance liée beaucoup à l'incompréhension et ne pas avoir été exposé, mais oui, que c'était plus difficile à naviguer, contrairement aux préjugés peut-être positifs que j'avais de ce milieu où je m'étais dit ça va être plus facile, mais non. Très intéressant. Moi, je viens du nord du Québec, un milieu qui est très industriel et forestier, minier. On peut penser que ça pourrait être quand même assez délicat, ce sujet-là, là-bas, mais quand on parle aux individus eux-mêmes, je trouve que non. Surprenamment, aujourd'hui, souvent les individus sont très ouverts. Par contre, je trouve que c'est des milieux où est-ce que les mécanismes d'intervention sont pas là. Puis, je pense que dans n'importe quelle entreprise, si la haute direction n'est pas les deux pieds dedans, puis qu'il y a une volonté d'appliquer ces politiques-là, ça ne fonctionnera pas. Fait que je pense que ces milieux-là, de ma vision des choses, il faut que ça vienne d'en haut pour qu'ensuite ce soit implanté. Puis là, on parle d'entreprise à entreprise, que ce soit forestier, minier, construction, créatif, technologique. Si la haute direction n'est pas impliquée puis que ça n'a pas descendu dans l'entreprise, je pense que ça ne fonctionnera pas, mais les individus en tant que tels, je pense que tout le monde est bien intentionné, mais quand il n'y a pas de mécanisme en place, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Est-ce que c'est que ça vienne d'en haut, ça? Est-ce que c'est dans tous les milieux, dans toutes les entreprises, en fait? Absolument. Non, mais c'est d'autant plus intéressant que je pense que ces politiques d'intégration des personnes LGBT LGBT+, doivent s'intégrer dans des politiques de bien-être général pour l'entreprise. Et aujourd'hui, les entreprises qui sont les plus inclusives sont aussi celles qui ont des bons systèmes d'assurance, qui savent prendre soin de leurs employés. Donc, ça fait partie d'un tout, finalement. Puis, dans un contexte où on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, puis on pourrait ne pas débattre de ça ce soir, mais j'imagine que c'est un atout quand même exceptionnel là, pour pouvoir retenir son personnel, d'avoir des politiques inclusives. Clairement, puis on le voit aux nouvelles, pénurie de main-d'œuvre. On parle juste du négatif de ça, mais je trouve que le côté positif de cette pénurie de main-d'œuvre-là, c'est que les dirigeants d'entreprise n'ont presque plus le choix de diversifier leurs sources puis de ne pas faire d'erreurs pour perdre des employés ou d'être discriminatoires envers certains groupes. Fait que le côté, je trouve, positif de toute cette crise-là fait en sorte que maintenant que ça affecte le budget, comme on disait tantôt, bien là, il y a un éveil, là, on est intéressé, là, c'est sûr, on parle d'argent, tout le monde est intéressé, mais je pense que les entreprises aujourd'hui font en sorte de garder leur monde, de prendre soin de leur monde, puis de créer des milieux inclusifs, justement pour ne pas en perdre un seul. Donc, il y a un côté positif à ça. Ça donne enfin du pouvoir aux travailleurs et travailleuses, cette fameuse pénurie de main-d'œuvre. Bon, j'aimerais qu'on entre dans le concret des choses. Là. Comment les milieux de travail peuvent devenir plus inclusifs? C'est quoi les actions qui peuvent poser concrètement là, au-delà de recourir au programme Équifierté de Interligne? Mettons, Pierre-Luc. Commençons par la base. Je pense qu'une bonne politique de tolérance zéro par rapport aux agressions et à la discrimination, je pense que c'est la base. Puis, surprenamment, plusieurs n'en ont pas. Puis je pense que c'est à travailler, c'est des outils à développer. Je pense qu'il faut que ça soit clairement énoncé, comme Chris disait tantôt, là, justement, où est-ce que tout le monde est on board. Ça fait partie des programmes, tous les programmes, l'ensemble des entreprises, c'est nommé, c'est écrit, il y a des procédures claires. Puis comme je disais tantôt, quand ça vient d'en haut, c'est là où ça fonctionne. Donc moi, je pense qu'une bonne politique, c'est vraiment la base pour commencer à être inclusif avant justement de parler d'inclusion, de créer des langages communs puis de développer des outils. Il faut cette base-là, selon moi. Myriam? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis et pour moi, c'est vraiment le point de départ, le leadership. Les gestionnaires, c'est eux qui montrent la voie, qui montrent l'exemple. Donc d'avoir un leadership fort, qui est impliqué, qui est sensibilisé à ces questions et qui montre l'exemple, c'est essentiel. D'avoir, comme tu l'as mentionné, une politique, de réfléchir au langage inclusif qui est là,
d'être transparent et humble dans les démarches justement d'apprentissage, de diversité et d'inclusion, d'être à l'écoute des employés, parce que justement, ce sont ces personnes-là qui ont ces expériences et même beaucoup d'expertise sur ces questions-là. Donc d'être à l'écoute, souvent, comme je l'ai mentionné, il y a de plus en plus de groupes d'affinité, donc d'utiliser ces groupes-là quand vient le temps d'élaborer la stratégie. Et c'est important justement d'avoir une stratégie globale et pas juste de faire des petites initiatives par-ci, par-là. Souvent, on a tendance à voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent durant la fierté. Mais il y a plein d'autres mois, le reste de l'année. Et donc, c'est vraiment très, très important de faire ces efforts-là de sensibilisation, d'éducation, des initiatives également, tout le reste de l'année. Donc ça, c'est important de se pencher sur les documents qu'on a, nos formulaires, est-ce qu'ils sont inclusifs ou pas, surtout quand on réfléchit à l'inclusion des personnes trans et non-binaires, les systèmes informatiques. Il peut y avoir justement des barrières là-dessus. Je me souviens qu'à un emploi précédent, aussi quand j'ai commencé, on m'a mis direct le titre mademoiselle, sans me demander mon avis. Il se trouve que je suis une personne cisgenre, mais c'est arrivé malheureusement à beaucoup de collègues non-binaires de se voir justement attribuer des titres comme ça par le système informatique. Donc vraiment de réfléchir, je crois que c'était, je ne sais plus si c'est Chris ou Pierre-Luc qui mentionnait les benefits, et justement tous les soins de santé qui peuvent arriver. Est-ce que c'est inclusif également des personnes LGBTQ+. Il y a encore très peu de compagnies malheureusement qui couvrent et qui soutiennent en fait leurs employés qui transitionnent. Donc c'est un point quand même important, est-ce que ça c'est couvert ou pas, et donc de réfléchir à toutes ces choses-là, mais aussi d'être transparent dans ce qui reste à apprendre. Si on fait des erreurs également, de le reconnaître et de continuer à s'améliorer. Cette transparence-là, elle est hyper importante pour créer justement un espace plus sécuritaire. Ben, comment on fait pour... c'est quoi les mesures qui peuvent être mises en place pour créer un milieu plus inclusif? Je vais élaborer un peu sur des trucs qui ont été déjà dit sur la question d'avant. Je pense qu'on a parlé beaucoup de protocoles, mais je pense qu'il faut élargir la façon qu'on voit les protocoles à des systèmes. Il peut y avoir la discrimination systémique, comme il peut y avoir de l'inclusion systémique. Et je pense que souvent, quand on dit de rajouter des protocoles, c'est plutôt de changer nos façons de faire, nos habitudes. Puis je pense souvent, quand on rajoute un protocole pour dire « OK, ça c'est le protocole d'inclusion », non, on prend tous nos protocoles puis on les rend inclusifs. C'est une différente façon de faire. Puis je pense que selon la valeur de l'organisation, c'est ça qui va dépendre à quel point ils vont changer vraiment les systèmes en place. Mais il faut que ça soit quelque chose qui reste dans le temps. Si ça reste dans le temps, il faut que ça fasse partie d'un système. Je pense qu'aussi c'est important aussi, comme vous venez de le mentionner, de reconnaître le manque de connaissances. Mais pas juste de le reconnaître, mais de l'analyser, de vraiment prendre le temps de faire un processus d'analyse, de comprendre où est-ce qu'on est puis où est-ce qu'on vise à y aller. Parce que si on ne sait pas d'où qu'on part, comment qu'on sait comment s'aligner? Donc, mesurer, faire des sondages auprès du personnel, voir la satisfaction par rapport à ces enjeux-là, puis voir si un an plus tard, où est-ce qu'on en est, par exemple. Comment ça s'intègre dans nos entrevues, dans nos évaluations. C'est important qu'on a des employés qui démontrent l'inclusivité, mais comment qu'on le mesure à l'interne quand on embauche. Tous ces aspects-là, surtout la nuance au niveau des RH, je crois que c'est très important à considérer. Puis aussi, un autre aspect que moi, je trouve extrêmement important, c'est de réfléchir, je l'avais mentionné un peu plus tôt, mais l'impact auprès de la santé mentale et la bien-être de l'employé. On a mentionné microagressions, etc. Mais quelqu'un, quand il rentre au travail, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas vécu des microagressions juste avant d'arriver. Puis l'impact, tout le monde, surtout lors du pandémie, tout le monde vit des situations en lien avec leur santé mentale et autres contextes. Mais pour les gens LGBTQ+, je crois qu'il y a toute cette notion-là aussi qui impacte leur façon de faire, leur productivité, leur performance au travail. Puis si on le néglige, mais on néglige un aspect très important des besoins de nos employés. Absolument. Chris, en tant que gestionnaire, est-ce que tu as des choses à ajouter? Oui, je vais continuer un petit peu sur ce que tu disais, Ben. C'est-à-dire que les gens qui font partie de groupes minorisés vivent avec en permanence les traumatismes d'avant,
certainement une certaine sensibilité au milieu ambiant, c'est-à-dire ce qu'on voit dans l'actualité, ce qui se dit dans les médias sociaux, souvent les insultes ou les regards. Moi, en tant que femme trans, je reçois beaucoup de regards au quotidien. Et ça peut créer, je dirais pas une forme de cynisme, mais en tout cas un petit protectionnisme intime qui fait que quand l'entreprise tend la main, la personne, voilà. Il faut établir un lien de confiance. Exactement. Il faut donc établir un lien de confiance, vraiment tendre la main et expliquer sa démarche. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, comme je disais tout à l'heure, en effet, ouvrir ce dialogue pour aller chercher de l'information. Le piège, par contre, dans lequel beaucoup d'entreprises tombent en ce moment, c'est de demander aux gens des différentes minorités de faire ce travail-là, d'éduquer les autres. Ça arrive tellement en ce moment. Mais quand cette personne-là vit avec le traumatisme dont je parlais et tout ça, elle est peut-être un peu fatiguée, elle n'a peut-être pas exactement le temps, l'énergie pour faire ça. Donc, il faut vraiment être en mesure oui, il y a sans doute des gens qui veulent lever la main et dire « moi, je veux participer ». C'est le cas, je pense. On n'a pas toujours cette énergie-là. Voilà, de chacun et chacune d'entre nous ici. Mais ce n'est pas tout le monde. C'est pas toujours. Ça peut être le cas de chacun d'entre nous ici, mais pas tout le temps. Pas demain matin puis pas jeudi soir. On ne va pas devenir la diversité de service. Exactement. Non, justement, puis on a parlé beaucoup de micro-agressions ce soir, puis j'aimerais ça qu'on élabore là-dessus parce que moi, je trouve que c'est l'enjeu le plus difficile à gérer parce que quand on parle de micro-agressions, par définition, ce sont pas des agressions, ce sont des choses qu'on est tanné d'entendre ou qu'on appelle ça des micro-agressions, peut-être même juste pour diminuer la charge de la critique qu'on va formuler. Et souvent, ça va quand même être reçu de manière très... les gens vont se braquer. Moi, ça a été mon expérience. Là, quand j'ai nommé des micro-agressions, j'ai reçu des « Ah, c'est ça, je suis homophobe ». Puis là, je suis comme « Non, justement, c'est une micro-agression. Je suis juste tannée de me faire dire telle affaire ou telle affaire. Donc, est-ce qu'on peut en parler? » Vous, comment vous gérez ça? Puis comment vous recommandez aux entreprises de gérer une micro-agression? Moi, pour moi, c'est un mystère. Peut-être je pourrais élaborer un petit peu là-dessus. Sur la définition même en fait de micro-agression, quand on fait référence à micro-agression, c'est pas parce que c'est pas important, c'est parce que c'est au niveau en fait interpersonnel versus le macro, c'est plus le système. Donc les micro-agressions, ça peut justement avoir un impact très fort sur la personne. Et en fait, les micro-agressions, ça relève de l'inconscient. Donc, il y a l'impact et il y a l'intention. Et beaucoup de personnes vont réagir, comme tu l'as mentionné, sur la défensive en disant soit je ne suis pas homophobe ou mais j'avais pas l'intention de te blesser. Parce que justement, ça part de bonnes intentions. Exactement. Moi, j'avais dit ça. Puis, j'ai eu une conversation récemment avec une personne, en fait, une ancienne collègue. Et elle a une collègue à elle, en fait, qui l'a outée en lui demandant les pronoms. Au début d'une réunion, devant tout le monde, dans un contexte où il y avait plein de superviseurs que la personne, mon ancienne collègue, ne connaissait pas. Donc ça partait d'une bonne intention de vouloir être inclusif et de dire « Ah, ben, c'est quoi ton pronom ?» Et en fait, la personne n'est pas out. Et voilà, ça a créé un problème. Donc je pense que la première des choses, c'est de justement pas être sur la défensive, de reconnaître justement la personne. Si la personne vient et fait l'effort de nous dire « mais écoute, ce que tu as dit, ça m'a fait sentir vraiment inconfortable ou ça m'a blessé », mais de valider, c'est vraiment important, peu importe qu'on ne voulait pas blesser la personne. Puis, voir comment on peut faire mieux. Si on sent que la personne est ouverte, on peut demander, dire qu'est-ce que j'aurais pu dire ou quoi, mais comme Chris l'a mentionné et Pierre-Luc aussi, des fois c'est fatigant pour la personne de toujours expliquer, donc c'est aussi à nous de continuer à nous éduquer, mais c'est surtout quand il y a une microagression, on s'excuse. On n'en fait pas tout un plat. C'est ça. Parce que souvent, on tombe des fois dans l'excès inverse où oh my God, je m'excuse. Absolu. On en parle pendant 15 minutes et c'est malaisant. Voilà. Mais je pense que c'est ça, c'est vraiment, on s'excuse,
on voit comment faire mieux, puis on fait mieux la prochaine fois. Et si on est témoin de ça, justement, surtout si on ne fait pas partie des communautés LGBTQ+, et qu'on veut agir en tant que personne alliée, c'est important de justement essayer d'intervenir. Et même si on fait partie des communautés LGBTQ+, parce qu'il m'arrive de commettre des impairs avec des personnes non-binaires ou avec des personnes trans, puis je le sais parce que j'en vis, moi, des micro-agressions, donc j'essaie d'être dans l'humilité, moi aussi, puis faire « Oh mon Dieu, je m'excuse! » Non, effectivement. Ben, toi, comment tu gères ça, les micro-agressions? Oui, c'est pas évident. Moi, dans les micro-agressions, je pense que il y a une nuance. Je pense que mon focus, c'est toujours la nuance. Je l'ai déjà dit, je pense 4 fois aujourd'hui. Mais je pense que c'est surtout de décortiquer la nuance. Je pense que dans les communications, dans la façon qu'on interagit, dans les jokes qu'on fait, je pense que même une microagression, comme on avait dit, les intentions sont bonnes, mais si, mettons, vous savez que quelqu'un dans l'équipe est lesbienne, puis vous allez la voir et dire « Hey, la fille qui vient de passer », est-ce que c'est approprié? Est-ce que ça aurait été approprié? Ça aurait été une autre personne, tout simplement. Je pense que des fois, il y a des blagues ou un niveau de confort même que les gens présument qu'il peut avoir avec les personnes que, en fait, non. C'est pas tout à fait correct. On fait juste présumer pour... Je crois que c'est pour démontrer qu'on est chill. Je sais vraiment de quoi tu parles. On l'a tous vécu. Je veux tellement montrer que je suis à l'aise avec toi que je vais faire des jokes de lesbiennes. Puis non, fais pas ça, dude. Ça marche pas. Non. Puis je pense qu'aussi, la communauté LGBTQ+, on a aussi une responsabilité à pas dire des jokes dans le milieu du travail parce que dans ce cas-là... Ça légitimise. Exactement. Puis je pense qu'il y a ces notions-là aussi de... Puis je crois que les personnes LGBTQ qui font ça, puis j'en ai déjà fait dans ma carrière avant, c'est parce que moi, j'étais mal à l'aise. D'abord, je me suis dit, mais si je dis des jokes... Tu vas être aimé, tu vas être inclus. Oui, puis ça va, OK, il va y avoir moins de pression autour du fait que je suis LGBTQ+, je vais être plus reçu dans l'équipe. Mais à un moment donné, j'ai réalisé, tabarnane, je suis en train de vivre des microagressions à cause de moi-même. Oui. Que tu as peut-être ouvert une porte à des collègues de t'en faire. Je comprends. Ça fait 7-8 ans, là. C'est pas récent, mais quand même, il y a un impact. Ben, on pourrait parler aussi d'homophobie, de transphobie intériorisée qui nous amène à toutes sortes de maladresses des fois. Pierre-Luc, tantôt tu parlais de ça prend une tolérance zéro. Mais quand on arrive dans les micro-agressions, par définition, on est dans l'ambiguïté. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, moi, j'ai 2 chapeaux. J'ai un chapeau d'homme gay au travail qui vit moi, puis j'ai un chapeau de ressources humaines, recruteur, conseiller pour des personnes soit qui gèrent des équipes ou qui embauchent des gens. Mais en tant qu'homme gay, je trouve qu'en tout cas, personnellement, les micro-agressions dans lesquelles je suis plus témoin ou pas vraiment victime, mais qui sont dirigées vers moi, sont plus dans les stéréotypes. On vient justement par bonne intention me donner un stéréotype, tomber dans des choses qui sont hyper typées. Par exemple, on vient me parler de magasinage de cheveux puis de devenir un petit peu le gay de service. Tout de suite, quand ça fait 1 minute que je connais la personne ou faire une association à un autre gay qui connaisse. Bon là-dedans. J'ai un ami Serge, il est gay, tu le connais-tu? Puis ça vient d'une bonne intention, encore une fois, de vouloir connecter avec nous puis tout ça. Puis je pense qu'il y a une façon d'adresser ces choses-là, justement, de ne pas tomber dans le drame, mais juste faire une petite correction puis passer à un autre sujet. Puis en tant qu'organisation, mais je pense que c'est juste une question d'éducation aussi, d'un petit peu de les montrer, les limites et les nuances et outiller les gens, puis comment on communique avec les gens aussi. Puis comment, par exemple, quelqu'un d'autre qui est témoin de ça peut aussi intervenir peut-être par après, de créer un peu justement des alliés, des gens qui font comme « Hey, tu sais, j'ai remarqué que tu as dit ça à Pierre-Luc tantôt, c'est peut-être un petit peu maladroit. » Puis de créer un petit peu ces espaces sécuritaires-là, puis cette espèce de liberté-là dans l'entreprise pour pouvoir dire quelque chose sans que ça devienne un drame ou une plainte aux ressources humaines ou une mesure disciplinaire. Fait que je pense que de créer ces espaces sécuritaires-là, c'est super important. Puis c'est peut-être là aussi qu'un programme comme Équifierté informe les organisations sur ce que c'est une microagression, comment la gérer, comment la... puis je pense que dans la population en général, ici, on est familière avec ce terme-là, mais peut-être que dans la population en général, il y a encore du travail à faire pour mieux comprendre ce phénomène-là. Christ? Ben oui, en fait, il faut faire 3 choses. Il faut d'un côté
éduquer, alors ça c'est en effet des formations, c'est des ateliers, puis demander que ce ne soit pas évidemment les gens qui subissent les microagressions de venir éduquer les autres, mais plutôt des experts et des expertes qui viennent raconter le pourquoi derrière ces agressions et les mécanismes derrière, et ça c'est important, et les effets des microagressions. Il faut aussi sensibiliser, ce qui n'est pas exactement la même chose qu'éduquer. Éduquer, là on rentre dans le sujet, mais sensibiliser, là je suis en train justement de travailler sur un programme où on fait les deux choses, mais on va aussi avoir à l'intérieur de nos bureaux chez Cossette des affiches assez marquantes, assez rentre-dedans, pour que les gens se rendent compte, ah oui, moi je fais ça aux gens. Est-ce que tu peux nous scooper un peu non. un exemple? Non, mais non. Non, mais des exemples de micro-agressions qui sont retournées peut-être? On a quelques micro-agressés chez nous assez courageux et courageuses qui ont levé la main en disant j'aimerais bien avoir ma photo avec l'agression que j'ai reçue. Ah, okay. Et mettre ça dans okay. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui... je ne vais pas rentrer dans le détail de la création parce que... Non, je comprends. Mais ça, c'est pas forcé. C'est des gens, c'est sur une base bénévole. Et c'est une idée de notre comité de diversité, justement. Okay. Donc, le côté coup de poing d'un côté, pour aimer la formation de l'autre. Et puis, en troisième lieu, évidemment, des canaux de communication. Ouais. Pour que les gens puissent, maintenant que on socialise le mot microagression, puissent les rapporter au RH sans nécessairement être dans une logique conflictuelle. Oui, on ne veut pas nécessairement punir quelqu'un, on veut que l'information soit transmise puis que ça n'arrive plus. Et aussi pour analyser, parce que des fois, les gens disent « j'ai vécu une microagression », peut-être qu'en fait, c'est une agression, point final, que tu as vécu, puis que tu es en train de minimiser. Donc, c'est important que les RH puissent analyser le truc, parce que des fois, il y a des gens qui doivent aussi être punis. Oui. C'est intéressant. J'ai le goût de punir les gens. Comment on tient compte en entreprise des intersections quand on travaille dans l'inclusion des minorités sexuelles et de genre? Parce qu'on doit tenir compte également des autres intersections qui peuvent entrer en ligne de compte, que ce soit l'origine ethnique, l'héritage culturel, le sexe, toutes ces intersections, le handicap. Myriam, je te regarde. Oui, non, c'est une question tellement importante, surtout justement quand on réfléchit en diversité, inclusion. Il y a beaucoup de personnes qui partent encore une fois d'une bonne intention et qui disent on va recruter justement plus de personnes, racisées, ou plus de personnes en situation de handicap, ou plus de personnes LGBTQ+. Mais quand on ne prend pas, ou plus de femmes aussi, je pense que justement au niveau de l'embauche des femmes, beaucoup d'entreprises ont poussé. Mais quand on ne prend pas en considération ces intersections des oppressions, on se retrouve avec des programmes ou une représentation qui est inéquitable. Où, par exemple, on va avoir beaucoup de femmes embauchées, mais beaucoup de femmes blanches qui vont être là. Et donc, de ne pas prendre l'intersectionnalité de, par exemple, des femmes noires ou des femmes en situation de handicap, des femmes LGBTQ+, etc. Ça donne des situations inéquitables. Donc, c'est extrêmement important quand on fait justement les stratégies de recrutement. Quand on fait les programmes, les initiatives même de diversité, quand on organise des formations, des webinaires, qui sont les personnes que vous embauchez, qui sont les personnes que vous invitez justement sur un panel, d'avoir même cette diversité-là, ou les formateurs, formatrices que vous ramenez, d'avoir justement, de prendre en compte cette diversité-là pour... quand on voit après la représentation au niveau de l'entreprise, d'avoir justement une pleine inclusion et pas juste mettre les gens dans des cases justement définies qui ne prennent pas en compte les facettes multiples. Et malheureusement, les études montrent que les personnes qui sont aux intersections de ces oppressions vont avoir plus de mal à trouver un emploi, vont avoir plus de mal à s'intégrer, à se sentir justement inclus, même une fois embauché, que l'espace ne sera pas assez sécuritaire et pensé pour tout le monde. Donc c'est très très important de tenir compte de cette intersectionnalité. Je crois que Ben aussi avait des points là-dessus sur l'intersectionnalité. Donc je pourrais te laisser dire un peu plus, mais c'est ça. Sinon, ça donne en fait des initiatives
qui sont inéquitables. Oui, absolument. Ben, tu voulais renchérir? Oui, je pense que l'intersectionnalité, je pense que c'est... Personnellement, je crois qu'on sous-estime à quel point c'est présent. Dans le sens que, même juste moi, je suis quelqu'un non-binaire en avant de vous, mais je suis aussi quelqu'un non-divers. Je suis aussi anglophone. Ça, c'est juste moi. On s'attend que quand on parle de la communauté LGBTQ+, il y a un bon pourcentage, je ne sais pas exactement, je n'ai pas les stats, mais il y a un bon pourcentage, c'est des personnes BIPOC, Black Indigenous People of Color. Puis je crois que c'est important que souvent, quand on pense aux personnes LGBTQ ou quand on pense à quelqu'un gay, est-ce qu'on va en dehors de nos stéréotypes? Puis est-ce que les personnes BIPOC sont considérées? Est-ce que les personnes neurodiverses, besoins particuliers, est-ce qu'ils sont considérés un peu comme vous étiez en train de dire? Puis je crois que quand on pense à le mot accessibilité, puis qu'on pense à des vécus intersectionnels, ça a l'air de quoi l'accessibilité pour eux? Parce que c'est pas juste un aspect de l'accessibilité qu'il faut qu'on se considère dans le milieu du travail. Il y a plein d'autres aspects qui viennent. On parlait tantôt de microagressions, mais les personnes LGBTQ+, ne sont pas les seules qui vivent des microagressions. Une femme noire, lesbienne, en fauteuil roulant, va vivre beaucoup plus de microagressions. Absolument. En effet, puis je pense que les gens réfléchissent pas à cet impact-là. Puis je parlais tantôt justement de santé mentale, bien-être, toutes ces choses-là. Puis moi, je suis vraiment intéressée de comprendre le bien-être intersectionnel. Comment on prend soin de la bien-être intersectionnelle, de la santé mentale intersectionnelle. Je pense que c'est plus ça que je voulais élaborer là-dessus. Là. Puis comment faire ça sans trop en faire, sans devenir infantilisant, sans devenir... parce qu'un employeur, ça reste, c'est pas un parent, là, c'est pas... comment on fait pour faire la part des choses? Mais on a quand même une obligation légale de faire l'accompagnement raisonnable dans la province du Québec. Donc, je pense que c'est pas d'aller le faire pour l'employé, c'est de former une relation où on peut avoir une discussion ouverte, où on démontre qu'on est ouverte, accessible, on veut bien faire. Non, on n'a pas nécessairement toutes les ressources au monde. Mais avec qu'est-ce qu'on a en ce moment même, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider dans votre parcours professionnel, pour vous aider à développer aussi. Tu sais, je crois qu'un employeur n'est pas juste là pour embaucher quelqu'un pour qu'il fasse le job. Vous êtes là pour aussi embaucher des gens pour les donner un parcours professionnel. Puis je crois que les personnes qui vivent des situations intersectionnelles ont moins d'opportunités de faire ou de grandir professionnellement à cause de ces enjeux-là. Donc, est-ce que tu irais jusqu'à suggérer une attention particulière pour comme pallier l'iniquité de base? Ça dépend. Je pense que ça dépend de la situation. En effet, c'est cas par cas, mais je pense justement de prendre une approche d'équité au lieu d'égalité va être très important. Parce qu'on s'attend que l'équité, c'est ça qui va faire en sorte qu'il y a du changement, pas l'égalité. On vit dans l'égalité depuis des années. Pour expliquer, mettons, la distinction entre l'égalité et l'équité, dans le fond, l'égalité, c'est donner les mêmes choses à tout le monde, alors que l'équité, c'est s'assurer que tout le monde a les conditions gagnantes. En effet, oui, c'est de reprendre nos ressources. Bien résumé. Oui, équité, c'est de reprendre les mêmes ressources qu'on a, mais de les changer où ce qu'on les met. En fonction des besoins. En fonction des besoins. On s'attend que l'accessibilité, c'est l'idéal, c'est où ce que tout le monde peut avoir tout ce qu'il veut tout le temps ou toutes les choses, mais je pense qu'il faut commencer par équité avant, puis on fait du travail. Merci. Ben, est-ce que vous avez des choses à ajouter sur l'intersectionnalité? Je remarque qu'il y a quand même une certaine paresse dans certaines entreprises, c'est-à-dire... qui des fois ont tendance à un peu se flatter sur le dos et commencer à dire nous, on est fort sur la parité. Ah oui. Mais on est moins fort là-dessus. Ah, mais oui. finalement, c'est pas si grave puisqu'on est fort sur la parité. Oui. C'est notre spécialité. C'est ce qu'on a choisi. Non, c'est pas vraiment ce que vous avez choisi. C'est juste que la parité, vous comprenez. Puis le reste, vous comprenez pas. Oui. À l'opposé, est-ce qu'il y a des entreprises qui sont fortes sur la diversité sexuelle? Tu nommais les banques plutôt, mais qui sont peut-être moins fortes sur d'autres aspects? L'entreprise, par exemple, où je travaille. Ah oui, ils sont très, très forts dans la diversité sexuelle. Où je pense qu'on a fait énormément d'avancées, comme par exemple des congés de transition pour les personnes trans, des toilettes non-binaires dans tous les bureaux, des politiques d'assurance qui ont été changées pour les personnes LGBT, des groupes ressources, des conférences, name it. Et nous, on s'est rendu compte qu'en effet, on avait un pourcentage assez important de personnes LGBT chez nous, mais par exemple, sur les personnes autochtones, on avait presque personne, qu'on était sous-représentés sur les personnes BIPOC. Donc là, on a mesuré tout. On a des objectifs pour chacun de ces groupes-là.
qui prennent en compte évidemment les combinaisons possibles et on sait où on doit faire mieux et ça a un impact direct sur nos embauches et sur les bonus du leadership. Ah ouais? Ouais. Donc, c'est comment on appelle ça? Le renforcement positif Voilà. aux gestionnaires. Oui. Wow! Ça fonctionne? On va voir. Je te souhaite un bon bonus. On va voir l'année prochaine. Par rapport à ça, là, juste pour dire par rapport au processus de recrutement, je pense que ça commence aussi par ça. Puis je pense que c'est important de commencer par prendre pour acquis qu'on a tous des billets. Quand je parlais d'inconfort tantôt, de le prendre, on en a tous, on en a tous ici, puis de juste prendre conscience de ça aux personnes qui prennent les décisions lors de l'embauche. Parce que c'est sûr et certain que lorsqu'on embauche quelqu'un, le processus est fait en sorte qu'il y a plein de pièges pour embaucher des gens qui nous ressemblent. Quand on parle d'intersectionnalité, bien là, à ce moment-là, on est pas mal plus loin de ce qui nous ressemble. On est dans l'inconfort, comme je disais, comme je parlais tantôt. Puis de premièrement créer une conscience par rapport à ça, puis de créer des processus de recrutement qui viennent justement évaluer la performance en emploi plutôt que la performance en entrevue. Puis ça, quand on parle justement de neurodiversité, tout ça, des entrevues éclairs où est-ce qu'on pose des questions très générales comme « parle-moi de toi », il y a plein de gens puis plein de diversité mentale qui peuvent être complètement décontenancés par ça, mais qui peuvent très bien effectuer un travail. Puis je trouve que de juste être conscient par rapport à ça, puis aux billets qu'on peut avoir, puis de structurer un processus de recrutement qui vient vraiment évaluer les compétences de façon le plus équitable possible. On reste quand même biaisé dans le processus, mais que d'éviter ça puis d'en prendre conscience, je pense que c'est déjà un très bon départ parce que c'est sûr que si on a des questions comme « parle-moi de toi » dans ton processus de recrutement dès le départ, c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de place à prendre des gens qui nous ressemblent. Si je peux ajouter juste un truc, le fit culturel, la notion de fit culturel, c'est l'ennemi de la croissance. Peux-tu nous expliquer c'est quoi? Parce que tout le monde ici semble savoir c'est quoi, puis pas moi. Alors, fit culturel, c'est quand quelqu'un qui embauche cherche quelqu'un qui lui ressemble, c'est-à-dire qui partage la même culture d'entreprise, ils disent. Mais en fait, c'est les mêmes référents culturels, c'est les mêmes... Est-ce que je peux aller boire une bière avec? Est-ce que je peux aller... Exactement. Et déjà, moi, je prends pas de bière. Et bien, quand tout le monde se ressemble, oui, c'est ça. Quand tout le monde se ressemble, c'est les mêmes idées qui ressortent. Oui. Alors, ne serait-ce que pour une raison business. Oui. Il y a un avantage financier. Il y a un avantage à ne pas être d'accord tout le temps sur tout. Absolument. Si on ne peut pas les avoir par la bonté puis l'empathie, on va les avoir par l'argent. L'argent et le capitalisme. Mais avant de passer aux questions du public, j'aimerais vous poser une dernière question. Pour vous, qu'est-ce qu'un programme comme Équifierté peut apporter? Qu'est-ce que ça va changer, ça, Myriam? Mais c'est, à mon avis, tellement important d'avoir des programmes comme ça et de les avoir aussi en français, comme je l'ai mentionné plus tôt, pour vraiment sensibiliser les personnes, pour avoir justement accès aux outils, à la formation, surtout pour les personnes en situation justement de pouvoir, les managers, les gestionnaires, l'équipe de direction, de vraiment s'outiller. C'est essentiel en fait et de pouvoir continuer la réflexion pour la suite. Moi, je suis ravie en fait d'apprendre qu'il y a un programme comme ça qui soit lancé et ça crée un impact vraiment positif pour un changement durable de pratique au sein de l'organisation parce que souvent ce qu'on voit, c'est ce qui a été mentionné un petit peu aussi, c'est ce que Ben disait, c'est l'importance d'avoir quelque chose de systémique, des stratégies systémiques et pas juste du cas par cas, parce qu'on a telle personne qui est trans dans l'organisation ou telle personne qui est lesbienne, donc on va faire telle ou telle chose juste pour cette personne. Mais non, comment créer vraiment des milieux de travail qui soient inclusifs pour tout le monde, pas juste pour telle ou telle personne. Donc c'est essentiel, des programmes comme ça. Ben? Je crois qu'à d'avoir un environnement de travail qui soutient les employés dans toutes leurs formes. Je crois que ça va aider à pouvoir vraiment faire la transition vers ça. D'avoir des organismes, mais des organismes pas des organismes communautaires, ça c'est plus ma domaine, c'est pour ça que je le mentionne beaucoup, organismes, mais des entreprises, etc., qui vont vraiment créer un environnement où ils vont pouvoir ressortir les forces de tous leurs employés. Parce que je crois que souvent, les employés LGBTQ+, sont juste en train de survivre dans l'emploi, qu'on n'a pas l'occasion de vraiment ressortir les forces, puis qu'est-ce qu'ils peut offrir dans les compagnies. Puis je crois qu'on sous-estime à quel point la discrimination et les situations difficiles que les gens LGBTQ+ vivent,
créer une résilience qui, en fait, peut être un force extrêmement intéressant et mobilisant pour une entreprise ou un organisme. Puis je crois que cette initiative-là va pouvoir soutenir les employeurs à pouvoir envisionner de pouvoir faire ça dans le futur. Super, merci Ben. Pierre-Luc? Bien, moi, je suis assez chanceux. Mon groupe a été le groupe test pour ce programme-là, mon entreprise, en fait. Puis, ça a été assez extraordinaire. C'est un programme de formation, justement, qui, même si on est des gens qui se considèrent quand même assez éduqués et qu'on a déjà un bon vocabulaire, ça vient quand même mettre des super bonnes bases puis de créer, justement, ce langage commun-là à l'intérieur de l'entreprise. Ça vient susciter des discussions, puis aussi de commencer des réflexions à mettre en place des processus, des systèmes justement qui sont beaucoup plus inclusifs, jusqu'à comment on s'exprime par rapport aux autres, des petits mots aussi, puis de aussi comprendre d'autres réalités. Ce programme de formation-là, le feedback qu'on a eu était quand même extrêmement positif parce que, justement, tous les concepts de microagression, même moi, je n'avais pas compris l'ampleur de quelque chose, puis qu'est-ce qui se passe en dehors du travail, justement, de l'utilisation des pronoms, l'acronyme LGBTQ+, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire. Ça a été extrêmement bénéfique de mettre des mots très clairs sur quelque chose. Puis c'est une très bonne base aussi pour être capable de mettre en place des politiques beaucoup plus claires, beaucoup plus implanter puis de créer cette safe space-là qu'on a à l'interne. J'ai trouvé ça très intéressant. Je trouve ça intéressant que tu aies testé le programme dans ton entreprise parce que parfois, des entreprises où la direction et elle-même fait partie de la communauté LGBTQ pourraient avoir tendance à dire « ben non, on est correct ». Puis je suis certaine que ça fait partie des angles morts potentiels là, dans certaines entreprises. Des fois, à penser qu'on est tellement informé, puis je parle, même moi, des fois, j'ai cette tendance-là à dire « je connais les enjeux, puis je me mets pas à jour, puis c'est ça le danger ». Absolument. Chris? Ben ouais, c'est ça, une boussole pour les entreprises, les employeurs qui ont plein de questions. Donc voilà, il y a plein de réponses. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. Tout est là. Est-ce que tu penses que c'est un outil qui pourrait être utilisé? Bon, tu parlais plutôt des petites et moyennes entreprises. Est-ce que quelqu'un qui est dans un milieu où il a essayé de nommer des choses puis qu'il a fait face à des obstacles, est-ce que ça pourrait être quelque chose qu'il proposerait même à son employeur? Je pense, maintenant je ne veux pas m'avancer sur... oui, je regarde le directeur derrière. Mais oui, absolument. Oui. Absolument, parce que c'est quelque chose qui est sur, je dirais, qui touche beaucoup les rapports interpersonnels. Ben, ça, c'est universel. Oui. C'est vrai dans une petite entreprise de 5 personnes et c'est aussi vrai dans une énorme structure, de toute manière. Donc oui, ça s'applique à tout le monde. Et tu parlais d'être outillé au début de notre panel. C'est la base. C'est exactement ça, c'est un outil. Puis je tiens à saluer la CNESST pour vrai, parce qu'habituellement, on a la vision de la CNESST pour tout ce qui est accident de travail, tout ça. Puis je trouve que ce programme-là qui est financé, qui est super cool, puis qui est accessible, je trouve que c'est bravo, chapeau. Puis, comme n'importe quel programme de formation, je pense que celui-là est en plusieurs blocs, fait que ça permet de garder la discussion vivante pendant un long laps de temps. Mais comme n'importe quel... Ça consolide plus, absolument, parce que je trouve que n'importe quelle formation qui est donnée, peu importe le sujet, c'est ce qu'on fait avec après. Oui. Puis je trouve que cette formation-là vient vraiment donner une bonne base pour justement créer ces politiques et discussions et vocabulaire. Mais c'est sûr et certain que c'est pas en prenant cette formation-là qu'on dit « OK, parfait, on est inclusif, c'est pas ça », mais c'est vraiment de venir créer ce langage-là, d'initier les conversations, puis de démarrer le mouvement, justement, pour opérer le changement. Puis ça, je trouve que c'est assez extraordinaire. Ouais. Puis je suis certaine qu'on va voir émerger de ça toutes sortes de belles initiatives, des beaux constats, des entreprises qui vont être fières de ce qu'elles ont accompli. Donc, merci à vous tous et toutes d'avoir participé à la discussion. Puis là, maintenant, je vais prendre les questions des participants. Alors, on a une première question. Avez-vous, les panélistes, fait appel à vos syndicats pour vous aider en milieu de travail? Quel rôle les syndicats peuvent-ils avoir dans la démarche d'inclusion et l'élaboration des plans d'inclusion? Est-ce qu'il y a des gens ici? Vous n'êtes pas dans des entreprises syndiquées YMCA, personne? Mais moi, non. Ah oui, donc on est malheureusement mal outillés pour répondre à cette question-là.
Non, mais par contre, c'est sûr que quel rôle les syndicats peuvent-ils avoir dans la démarche d'inclusion? Déjà de s'informer, oui, puis, déjà de connaître tout, de suivre la formation, ça serait déjà un bon Oui, début. parce que l'inclusion de la diversité sexuelle et de genre, c'est une façon de traiter ses employés. Donc, si les syndicats ont à cœur leurs employés, bien sûr. Puis il y a toutes les notions de grief aussi, puis de plainte, je pense, qui passent par les syndicats. Je ne suis pas très informée sur les démarches syndicales, mais c'est eux qui sont probablement le premier portail quand quelqu'un a quelque chose à dénoncer ou à s'adresser. Fait que ces syndicats-là, je pense qu'ils doivent justement s'éduquer par rapport à ça. Et ils ont accès, par définition, à l'ensemble des employés. Fait qu'ils peuvent devenir un excellent canal de communication. Tu parlais de grief. Récemment, j'ai déposé un grief dans une organisation au sujet de l'homophobie, puis on m'a répondu, oui, c'est vrai. C'est un comité de gens, probablement, je présume, hétéro, cisgenre, peu importe. Parce qu'elle m'a répondu, oui, c'est vrai, c'est une nouvelle réalité, il faudrait qu'on en tienne compte. Alors, je suis une nouvelle réalité, la lesbienne. Alors, je prendrai la prochaine question. Comment faire pour que mes pronoms non-binaires soient respectés au travail? As-tu une expérience, Ben, qui pourrait nous aider? C'est pas facile. Je dirais c'est pas facile. Moi, en anglais, j'utilise they. En français, j'utilise le il juste parce que, honnêtement, je trouvais que c'était plus facile de faire la transition au travail dans la langue française. Est-ce que tu travailles majoritairement en français ou en anglais? Les deux. Honnêtement, c'est très bilingue. Faire les pronoms. D'abord, ça dépend. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est l'entreprise comprend l'importance. D'abord, il y a eu une initiative pour envoyer un courriel à toute l'organisation, pas à cause de moi, mais à cause de la valeur d'inclusion, pour justement expliquer pourquoi c'est important de présenter vos pronoms en tant que personne cisgenre et pourquoi on invite les gens à mettre dans leur courriel. Suite à ça, ça m'a donné un peu le pouvoir de dire, OK, si je le mets dans le courriel, c'est pas juste moi, la personne différente qui met ça, tout le monde à travers l'organisme le fait. Je pense qu'on sous-estime... Oui, vas-y. Bien, j'ai une question parce que récemment, j'ai expliqué ça à quelqu'un. Elle découvrait que c'était ça, l'utilité. Elle pensait que c'était un signalement de vertu, alors que, dans le fond, la raison pour laquelle tout le monde devrait dire ses pronoms, c'est pour enlever un peu de la pression à la personne non-binaire qui doit préciser « Non, moi, mes pronoms, c'est ça ou ça ». En effet, c'est pour normaliser ça. Que ça fait partie des introductions. Puis maintenant, tu sais, tous mes collègues dans mon environnement de travail, quand on se présente en avant de quelqu'un de nouveau dans la rencontre, on dit moi c'est Ben, they, il, on continue. Mais mes collègues cisgenres, mais en fait je travaille juste avec des personnes cisgenres, ils le font tous. Ça change quelque chose. C'est une façon de dire on t'accueille, on t'inclut. En effet. Ça doit avoir un effet. Puis pour quelqu'un qui a plus de difficultés comme la personne qui nous écrit comment faire pour que mes pronoms non-binaires soient respectés au travail, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Trouvez vos alliés au travail. Souvent, moi, quand je me fais misgender, c'est mégenré au travail, souvent, c'est pas moi qui adresse le fait, c'est mes collègues qui savent que... Moi, j'ai un peu de la misère, en fait, à adresser ça. C'est quand même un peu... Tu sais, ça fait du temps, mais ça fait pas tellement longtemps que je suis vraiment à l'aise avec ça. D'abord, souvent, quand quelqu'un utilise le mauvais pronom, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui dit « Oh, en fait, Ben utilise ça. » D'abord, je pense que c'est très important aussi de trouver ces alliés-là puis d'avoir des discussions avec eux pour dire comment que vous pouvez me soutenir au travail. Je pense que c'est ça vraiment qui m'a aidé cet été, d'avoir des discussions ouvertes avec les personnes sécuritaires au travail que j'avais identifiées. Super. Est-ce que vous aviez des choses à ajouter sur les pronoms non-binaires? Tout bien dit, oui. Ben et l'autorité. Je vais prendre la prochaine question. Avez-vous un conseil pour une personne LGBTQ+, en début de carrière et qui n'est pas certaine du niveau d'acceptation de son milieu de travail? Bien, moi, tantôt, l'anecdote que je disais, pas certaine de mon milieu de travail, j'étais convaincue d'être dans un lieu super conservateur, puis finalement, mon préjugé a été déconstruit, mais ça aurait pu ne pas être le cas. Si on sent que le milieu de travail est fermé, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on écoute son intuition? Est-ce qu'on pose des questions? Avez-vous des recommandations? Je pense que c'est intéressant, en effet, d'essayer de savoir s'il y a des âmes sœurs dans l'entreprise à qui on peut parler, donc, ou des alliés, comme disait Ben, ou d'autres personnes LGBT. Et puis, si ce n'est pas le cas,
ben là, il faut se poser la question, est-ce que c'est la bonne entreprise? Parce que s'il s'agit d'essayer de se fondre dans un moule qui ne correspond pas du tout à l'identité de la personne, ben c'est là où on se fait du mal. Moi, j'ai fait ça très longtemps et c'est vraiment pas une solution. Donc, si après avoir cherché des alliés, il n'y en a pas, il faut peut-être aller ailleurs. Surtout pénurie de main-d'œuvre, il y a plein d'emplois en ce moment, tout va bien. C'est ça, le niveau d'acceptation. Je pense que justement, quand il devient critique, justement, il y a des questions qu'il faut garder son intégrité. Je pense qu'en tant que personne LGBTQ+, on n'est pas obligé de faire un coming out jour 1. Ça, c'est libre à chacun. On n'est pas obligé de s'afficher haut et fort, mais je pense qu'il faut respecter sa propre intégrité. Puis je pense qu'on a chacun notre niveau de tolérance face à l'acceptation, puis d'écouter un petit peu justement son intuition, puis de remettre en question l'entreprise si ce niveau-là, il n'est pas acceptable par rapport à qui cette personne-là est, définitivement. Ouais. J'allais rajouter un dernier point qui est que justement, des fois, il y a les red flags, mais il peut y avoir des green flags. Oui. Donc, justement, c'est de se poser la question, quand on fait ces recherches un peu, est-ce qu'il y a une politique justement d'antidiscrimination, de tolérance zéro? Est-ce qu'il y a un groupe d'affinité d'employés LGBTQ+, ou d'alliés en tout cas, ou juste de diversité et d'inclusion? Est-ce que il y a des formations qui sont disponibles pour les employés? Est-ce qu'il y a eu justement l'organisation à participer à des événements LGBTQ+, ou organiser des événements LGBTQ+, par le passé? Donc, voir un peu tous ces green flags, s'ils sont là ou pas. Et s'ils ne sont pas là, mais je pense que mes collègues ont bien résumé. Ouais. Je trouve ça intéressant que tu dises on n'est pas obligé de faire un coming out le premier jour. Moi, je trouve ça difficile de faire un coming out le jour 20. Je trouve que plus on attend, mais ça c'est moi, là, mais je trouve ça intéressant de dire que c'est peut-être pas obligatoire non plus, puis tu peux attendre d'être à l'aise ou d'être... mais moi, plus j'attends avant de dire, moi, j'ai mon arme redoutable, c'est de le dire, de le plugger dans une phrase, la première chose que je peux, là, c'est pour ça que les gens trouvent que... Je fais la même chose, oui. J'en parle trop, je m'appelle Judith, puis je suis lesbienne. Peut-être parce que j'ai peur aussi de vivre de l'homophobie si je le dis pas. On se prête à des commentaires homophobes, transphobes, faits en toute naïveté par des gens qui pensent qu'on est des personnes de la majorité. En tout cas. Donc, aussi bien dire maintenant puis subir l'attaque tout de suite, y aller pour arriver, c'est plutôt que d'attendre. Ben, peut-être que les gens vont avoir une petite gêne, je sais pas. C'est peut-être pas la bonne tactique. De toute façon, c'est pas notre responsabilité. Prochaine question. Avez-vous des recommandations culturelles? Ah, c'est positif ça. Livres, films, balados, séries, musique qui représentent bien votre réalité. Est-ce que vous avez des choses à oui. Oui, vas-y, Chris. Le livre de Gabrielle Bouliane-Tremblay, La fille d'elle-même. Et le tien, Valide? Oui, qui représente bien ma réalité, du coup. Ben, oui. Ta réalité. C'est vraiment ta réalité dans un monde cybernétique. Mais celui de Gabrielle est très chouette. Moi, je ne peux pas m'auto-recommander, donc celui de Gabrielle est magnifique. Oui, j'ai adoré ma lecture. Ouais. Et je trouve qu'en ce moment, il y a... C'est formidable qu'il y ait autant de créateurs et de créatrices LGBT+, qui ont la possibilité de s'exprimer. Ça n'a jamais été comme ça. On n'a jamais eu autant et voilà, ça c'est formidable. Pierre-Luc? Bien, moi, je n'ai pas la prétention de dire que je suis dans la même réalité, mais j'aime beaucoup tous les ouvrages de Brené Brown, qui est une auteure qui parle de courage, de vulnérabilité, d'arriver avec les outils qu'on a soi-même, puis qu'on est tous forts également, puis qu'on est capable d'affronter un peu les obstacles devant nous. Donc, je ne prétends pas qu'elle fait partie, que j'incarne ça, mais c'est définitivement un objectif, puis quelque chose que je suis absolument. Il y a la télé, hein, les sans rendez-vous, les... Ah ben ça, sans rendez-vous, ça représente bien ma réalité, parce que c'est ma blonde qui l'a écrit. Ben tiens! Ben oui, j'aime beaucoup le personnage lesbienne dans Sans rendez-vous. Est-ce que ça vous est venu? Est-ce que vous avez... Vas-y en premier. Je peux y aller. Je pense que dans mon cas, en fait, ça a été plus difficile de trouver, justement, quand on parle de l'intersectionnalité, parce que je m'identifie comme une personne, une lesbienne, une personne arabe, musulmane, et donc de trouver, justement, des livres qui me représentaient, des films qui me représentaient, ça a été plus compliqué.
Mais on voit de plus en plus de films et de séries qui abordent justement des personnages à l'intersectionnalité. Il y avait Rafiki qui était sorti il y a quelques années que j'avais adoré. Il y avait le film Paria qui était sorti, qui est aussi un excellent film. Saving Face pour les personnes qui aiment plus les comédies romantiques, en mode personne très cheesy, c'est important. Mais oui, en fait, de trouver les ouvrages de Abdallah Taïa, qui est franco-marocain, qui est un écrivain franco-marocain et qui parle justement de son homosexualité. Ça a été quelque chose de très important pour moi, justement, de pouvoir voir des personnes qui me ressemblaient pleinement. C'est pas si facile à trouver, mais quand on trouve ces ouvrages-là, ça fait tellement de bien. Absolument. Moi, j'ai lu un livre, je ne rappelle plus du nom du livre, en fait. Mais je rappelle les personnes qui l'ont écrit. C'était Ivan Coyote puis Ray Spoon. C'est deux personnes canadiens qui s'identifient comme non-binaires, puis qui, les deux, ont grandi dans des communautés très réservées, des communautés canadiennes qui étaient très... c'était pas des villes, là. Puis ça, c'était vraiment ma réalité. Moi, je suis un country boy, là, au fond. D'abord, aussitôt que j'ai lu ce livre-là, surtout comme c'était pas juste des personnes trans, mais c'était des personnes non-binaires particulièrement, il y avait un niveau de représentation et de compréhension de leur histoire que j'avais pas vu ailleurs. Puis en parlant d'intersectionnalité, il y avait juste un film que je crois est très important à écouter pour tous les gens dans la communauté LGBTQ+, c'est Paris is Burning. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de l'écouter. Surtout, ça souligne surtout les expériences intersectionnelles dans la communauté et l'historique aussi, d'où ce que la communauté vient. Puis il y a encore tout un chantier culturel à explorer là, avec la non-binarité parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnages non-binaires. On a hâte d'en voir davantage. She-Ra, it's a cartoon. Ah oui. She-Ra, en fait, il y a beaucoup de représentations super bien pour les jeunes dans cette émission-là, mais on s'attend, c'est une émission de jeunes, mais je l'ai écoutée au fond. Ouais. Super. C'était le moment culturel de... Il y avait une question intéressante que j'ai vu flasher à l'écran pour une seconde, et c'était pour les personnes qui étaient en début de transition et qui n'avaient pas fait leur... quand une personne qui n'a pas effectué toutes ces transitions sociales, légales, physiques, comment on peut gérer cette situation avec l'employeur? Je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Et en toute transparence, moi étant une très grande paresseuse, moi j'ai encore mes anciens noms. Ah ouais? Oui, et uniquement par paresse. Ou par peur de la structure administrative? Oui, peut-être une petite phobie administrative aussi qui s'installe. La façon dont moi j'ai géré ça, je suis allé voir les ressources humaines. On s'est assuré qu'il y ait mon nouveau nom qui soit dans tous les registres, de dissocier le nom dans les logiciels de l'entreprise de la paie. Comme ça, la paye, elle est indépendante. Et puis après ça, c'est de faire de l'éducation à l'intérieur de l'entreprise sur voici mon nouveau nom, mes nouveaux pronoms, etc. Ça prend un petit peu de temps. Et l'accompagnement des ressources humaines. Ça, c'est super d'avoir un coach en ressources humaines là, qui va presque être, dans ce cas-là, votre psy de service pour vous accompagner dans ce moment difficile. Ouais. Absolument. Peut-être aussi des petits points semblables à Chris. J'ai aussi mon ancien nom et j'ai pas un petit paresse et peur de les procédures administratives. J'ai dit peur, mais il y a peut-être aussi une barrière structurelle dans le sens que peut-être que la démarche est trop compliquée, elle devrait être simplifiée. Là. Elle a été simplifiée, mais je sais pas pourquoi toi tu l'as pas fait, mais moi, elle est simplifiée et en même temps, dans ma tête, ça me semble encore compliqué. Ouais. Moi, j'attends surtout à cause de le fait que le gouvernement est supposé de changer les options pour le genre. Ils ont eu un mandat légal, ça fait pas si longtemps, qu'en 2022, le gouvernement de Québec est supposé de sortir une troisième option. J'attends pour voir c'est quoi cette troisième option-là. Si c'est le X, je ne suis pas sûr que je vais le prendre au niveau de sécurité quand je vais faire des voyages un jour. Mais si c'est l'option d'enlever le genre, cool, parfait, c'est exactement ça que j'aimerais. D'abord, dans ce protocole-là administratif, c'est pour ça que moi, j'attends encore. Au niveau du coming out au travail, moi, j'ai fait quelques petites étapes.
auprès de mon équipe et les gens auxquels je travaillais, j'ai écrit un courriel explicatif parce que je voulais pas faire ça face à face. Puis pour certains, je me suis dit, mais ça donne une référence plus tard, si jamais il y a des détails que vous avez manqués. Et ça m'a aussi permis de donner les ressources que j'ai approuvées, que j'ai trouvées étaient adéquates, qui expliquaient bien quoi faire. Puis je pense que j'ai quand même partagé 4 ressources là, dans mon courriel d'introduction, nouvelle introduction aux gens. Un autre processus que j'ai été soutenu avec mon équipe, c'était quoi le key messaging, les messages clés pour les clients. Parce que moi, je travaillais surtout avec des familles, des parents qui, depuis des années, qui me connaissaient, moi, par mon ancien nom. Et maintenant, on ne voulait pas non plus qu'ils croient que maintenant, c'est quelqu'un... c'est toujours été la même personne depuis 5 ans, puis tout d'un coup, ça a changé. En fait, c'est la même personne, différents noms, différents pronoms, mais comment qu'on aborde ça avec les clients? Puis ça, c'était aussi quelque chose qu'il fallait que je travaille au niveau du key messaging. J'avais un peu montré ça au marketing aussi pour dire, hey, ça, c'est qu'est-ce que j'ai fait. Peut-être pour des autres qui s'en viennent dans le futur, s'il y en a qui font, on pourrait les soutenir avec le messaging auprès des clients. Parce que c'est pas juste les gens dans l'environnement du travail, c'est tous ceux avec qui j'interagisse quand je travaille. Oui, absolument. Au niveau des ressources humaines, il n'y a pas un processus. En fait, comme Chris disait, c'est l'accompagnement. Moi, j'en ai vécu beaucoup dans les milieux de travail. Puis ce qu'on fait habituellement, puis pour la personne qui a posé la question, habituellement, la première étape, c'est d'aller justement voir un professionnel RH qui va bien vous accompagner dans tout ça, puis qui va faire un plan avec vous. Parce qu'il y en a qui sont justement un peu plus avenants, qui vont vouloir écrire à l'équipe eux-mêmes, qui vont vouloir l'annoncer eux-mêmes. Mais là, à ce moment-là, les professionnels RH vont les outiller à comment diffuser ce message-là. J'ai eu des situations où la personne préférait que ce soit nous, en tant qu'équipe RH, qui le faisons pour cette personne-là. Puis toutes les étapes aussi administratives, c'est « Salut, voici ce qui arrive, et là, voici, avec quel plan tu es à l'aise, voici tes options, on va le faire ensemble. Puis on va justement accompagner, puis oui, on devient très, très proche de ces personnes-là dans toutes les étapes. Puis habituellement, les professionnels RH vont le faire à votre rythme aussi. Là. Oui, si je peux retourner la question, c'est justement ce que dit Pierre-Luc, c'est si on est justement une personne alliée qui est RH ou qui est gestionnaire, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter le plus possible et surtout impliquer la personne à toutes les étapes, que ce soit le courriel, à l'annoncer, comment, à qui, parce que peut-être la personne veut juste le dire à l'équipe immédiate, peut-être que la personne veut le dire à tout le monde, mais vraiment d'impliquer la personne et d'essayer de simplifier le plus possible parce qu'en effet, le côté administratif peut être très lourd, peut ne pas être adapté du tout. Donc sinon, on est en position d'aider de le faire. Absolument. Je vais prendre une autre question, dernière question. Comment on peut évaluer le climat d'une entreprise face à l'inclusion? Tu as parlé de green flags tantôt. Comment vous voyez ça? À quoi vous le voyez qu'une entreprise est inclusive? Peut-être je peux commencer. Je pense que c'est une question très importante et c'est en fait ce que j'ai fait quand je suis rentrée dans mon nouveau rôle au sein de Randstad Canada, c'est de se pencher sur les données et d'analyser vraiment les données, donc de voir faire des sondages justement qualitatifs pour voir le climat, de voir la représentativité aussi au sein de la compagnie et peut-être qu'on va s'apercevoir qu'en fait on ne sait pas combien d'employés LGBTQ+ on a parce qu'on ne capture pas ces données. Il y a beaucoup d'organisations qui capturent les données selon ce que le gouvernement demande, donc et au Québec, au Canada, en fait, il y a comme 4 catégories protégées. Les personnes autochtones, les minorités visibles, les personnes... c'est ça, les minorités visibles, personnes racisées, les femmes et les personnes en situation de handicap. Mais déjà, on voit que les personnes LGBTQ+ ne sont pas comprises là-dedans. Donc, ça veut dire de réfléchir vraiment au processus, comment on capture les données, comment on peut justement... rassembler, faire les sondages, écouter les employés, utiliser les groupes d'affinité qui sont là, où il y a des personnes très motivées, justement pour faire avancer les discussions. Mais c'est vraiment très important de se pencher sur les données pour faire les plans avec des objectifs clairs, de se dire en dedans de l'année prochaine ou de 2 ans ou de 3 ans, d'avoir vraiment des objectifs mesurables et de faire des suivis régulièrement. Et d'ailleurs, le programme Équifierté peut faire ça, peut offrir des données, une analyse, accompagner l'entreprise. Tu l'as vécu, oui, on a Pierre-Luc? vécu le sondage, puis je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant que ce soit fait par quelqu'un d'externe. Oui. Parce que justement, c'est neutre, l'évaluation est bonne, le questionnaire et celui qu'on a fait, en tout cas, exhaustif,
facile à remplir, mais quand même, je pense, plusieurs questions. Puis on venait vraiment sonder sur que ce soit la personne ou la perception de l'entreprise. Donc, des sondages puis des discussions pour évaluer ça, c'est vraiment super. Puis celui d'Équifierté est vraiment une bonne base pour commencer ces discussions-là, justement. Chris? Ben oui, exactement. Et puis poser les bonnes questions, quoi. Oui. Et poser les bonnes questions quand on est quelqu'un qui rentre dans l'entreprise et continuer à se poser les bonnes questions quand on est dans l'entreprise. Dans l'entreprise. Ben? Je crois que la seule chose que j'ajouterais, surtout évaluation, je crois que ça me parle un peu différemment. Comment qu'on évalue performance terrain inclusive? D'abord, pas juste, oui, les données et tout ça, ce qui est extrêmement important, mais quand on regarde sur le terrain, quand on fait nos évaluations avec nos employés, quand on observe nos employés en train d'interagir avec des clients, avec d'autres employés en tant que superviseurs, comment qu'eux prennent en considération l'inclusivité dans la façon de communiquer et travailler avec les gens. Puis je crois qu'il y a cette notion-là aussi d'évaluation, puis à quel point c'est important quand on évalue la performance d'un employé s'il est inclusif. Est-ce que c'est plus important que l'efficacité? Je crois qu'il y a des questions là à se poser aussi. Puis ça, c'est vraiment les valeurs de les organisations et les entreprises qu'il va falloir qu'ils réfléchissent beaucoup. Alors, ben, j'imagine que si les gens qui nous écoutent veulent avoir plus d'informations sur le programme Équifierté, ils peuvent consulter le site d'Interligne. Ils vont avoir toutes les informations, évidemment. Ben, je pense qu'on a déjà démystifié quelques concepts de l'inclusion en milieu de travail avec vous. Je suis vraiment contente d'avoir pu parler avec vous. Maryenne Ben-Slimane, Ben Jersey, Chris Bergeron et Pierre-Luc Labbé. Voilà, j'avais mes noms au début, puis là, finalement, j'ai pensé que je pouvais les avoir par cœur, vos noms de famille, alors que je vous ai appelé par vos prénoms toute la soirée. Bien, merci beaucoup d'avoir été là. Puis moi, c'était Judith Lucie, bien sûr, je m'en rappelle mon nom. Bien, merci beaucoup, c'était super enrichissant.